8h41, allez, on redescend sur le plancher des vaches. La revue de presse, Olivier Delagarde. Comment les journaux apprécient-ils ce nouveau gouvernement ce matin? Ouh là là, le moins qu'on puisse dire, Dimitri, c'est que c'est pas l'enthousiasme ce matin. Et le titre qui résume finalement le mieux l'humeur générale, c'est celui de la Marseillaise. Tout ça pour ça. Oui, que retiendront les Français de cette curieuse séquence? Si c'était l'impression d'un faux départ et de tout ça pour ça, confirme Stéphane Vernet à la une de Ouest France. Laborieux, c'est le mot qui résume la situation à la une du Figaro. Et dans ses colonnes, Yves Tréhard, non sans une certaine ironie, nous rappelle les promesses de la nomination d'Attal. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron allait enfin pouvoir commencer. Fini l'eau tiède et place au réarmement tous azimuts. Résultat, l'opération équipe resserrée débouche sur la nomination de quelques revenants et beaucoup d'inconnus. Entre procrastination, promesses fantaisistes et caprices, le spectacle rebute de plus en plus de Français. La fin de règne d'Emmanuel Macron ne sera pas un long fleuve tranquille, promet Tréhard. Alors, il y a tout de même une bonne nouvelle. C'est que François Bayrou ne sera pas ministre, s'esclaffe Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. Tous les journaux reviennent évidemment sur le clash du patron du Modem et pour être parfaitement honnête, je n'ai pas trouvé un papier, pas un commentateur pour prendre sa défense ce matin. Le plus impitoyable, c'est donc le patron de l'Opinion. La Macronie l'a échappé belle, écrit Bétou. Elle a failli prendre un sacré coup de vieux en imposant au gouvernement un bond en arrière de 30 ans, à l'époque où le ministère de l'Éducation était co-géré avec les syndicats, produisant les résultats sur le long terme que l'on admire tant. Emmanuel Macron l'a échappé belle, poursuit-il. Il voit désormais clairement qu'il ne faut plus accorder aux Béarnais le bénéfice du doute. Adepte des petits marchandages et de la petite phrase, François Bayrou va ainsi retrouver au sein des dépouilles de la majorité la posture qu'il a toujours affectionnée, celle de la corde qui soutient le pendu. Voilà, sans fleurs ni couronne. Alors, l'autre grand sujet ce matin dans les journaux sont les révélations qui se multiplient sur les pratiques dans le cinéma français d'auteur. C'est la fin du cinéma muet, titre joliment Le Parisien aujourd'hui en France, car les révélations arrivent en cascade et l'onde de choc ne fait que débuter. Et on sent bien un embarras poindre, car là, il ne s'agit pas pour la gauche morale de taper sur Obélix, de dénoncer Depardieu, le copain de Poutine, le compère trop populaire de la chèvre. Non, là, il s'agit de cinéastes qui ont la carte, écrit Catherine Ball. Benoît Jacquot n'a jamais eu de vrai succès populaire, mais il a été honoré par la Cinémathèque en 2007. Idem pour Jacques Doyon, qui n'a pas brillé au box-office, mais qui a eu 4 films sélectionnés au Festival de Cannes. Bref, des cinéastes intouchables jusque-là pour une certaine presse. Or, ce dont ils sont accusés, ce n'est pas de dérapage, mais d'un véritable système. Pour comprendre la méthode Doyon, il faut lire le témoignage de Marianne Denicourt dans Libération. L'un de ses premiers tournages est L'Amoureuse, tourné avec 9 très jeunes actrices, raconte-t-elle. Le scénario s'établissait au fur et à mesure du tournage et chacune disparaissait du film sans pouvoir le prévoir. Les comédiennes, logées dans le même hôtel, entendaient tous les soirs le cinéaste taper à la porte des unes et des autres. Les intentions de Doyon étaient parfaitement claires, explique Marianne Denicourt. On avait peur en entendant ses pas dans le couloir. Récit terrifiant, même si Libération s'empresse de dire qu'il ne s'agit pas pour l'actrice d'accabler particulièrement Doyon. Tiens donc. Mais démontrer à quel point la rivalité était organisée et ne posait aucun problème à certains cinéastes. Bon, mais je ne vais pas vous abandonner sur une note aussi glaçante. Après la luxure, je vais vous parler d'un péché beaucoup plus anodin que vous croyez. La gourmandise. C'est un papier à lire dans les dernières pages de La Croix où l'on trouve souvent de petites pépites. La gourmandise est-elle vraiment un péché, s'interroge le quotidien catholique. Oh, dis donc, affaire de dogme là. Arrêtez de me regarder en pensant que je suis bien placé pour parler de gourmandise, Dimitri. Vous aimez finir sur une note sucrée vos revues de presse, j'ai remarqué. Eh ben oui. Et c'est un péché, Dimitri, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Cela ne réside pas dans le fait de savourer la nourriture, écrit Gilles Donada. Ce qui est en cause, c'est la nature de la relation qu'on entretient avec la bouffe. Manger trop, sans prendre le temps de savourer. Manger même quand on n'a plus faim. Se précipiter sans se préoccuper des autres convives. La gourmandise, c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense, souligne une religieuse dominicaine. Cela concerne notre rapport à la vie. Là-dessus, je vous laisse et je vais jeûner
tout le week-end. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Puis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Vous allez jeûner tout le week-end. Bien sûr, Mon oui. œil, oui. Mais voilà. Et personne ne me croit. Vous vous rendez compte un peu? On vous pèsera lundi. Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse sur Europe 1.